Monsieur Badinter, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous avoir accordé cet entretien exclusif. Donc, il y a quelques jours de cela, le Conseil constitutionnel, le 28 février, a en quelque sorte invalidé la loi qui protégerait, donc pour ainsi dire, toute négation du génocide arménien. Donc, votre position, en tant qu'ancien président du Conseil constitutionnel, entre autres, donc ancien garde des Sceaux, a toujours été constant. Donc j'aimerais que vous explicitiez un petit peu les tenants justement de cette position qui est la vôtre. Le Conseil constitutionnel a rendu une décision qui pour moi est à la fois fondée et était prévisible. J'étais convaincu dès le départ que le Conseil constitutionnel, s'il était saisi d'une telle loi, dirait non. Le Parlement n'a pas le pouvoir de faire des lois mémorielles. Ce n'est pas au Parlement de faire l'histoire. C'est aux historiens de le faire. A fortiori, le Parlement ne peut pas assortir de sanctions pénales la négation de faits historiques qu'il aurait proclamés alors qu'il n'a pas la compétence pour le faire. Derrière le raisonnement juridique complexe, apparaît une évidence, je le dis, je le répète, je l'ai toujours déclaré, le Parlement, dans la Constitution française, a une compétence limitée, définie. Il ne peut pas tout faire et tout dire, comme le Parlement anglais. Le Parlement français n'a jamais reçu de la Constitution le pouvoir de dire tel fait historique a eu lieu à tel moment dans tel pays. Le Parlement français est fait pour élaborer des lois qui concernent la société française ou l'ordre international dans lequel la France se trouve impliquée. Pas autre chose. Et là, il a depuis, ce n'est pas à propos seulement du génocide arménien, mais la série des lois mémorielles, depuis longtemps, pose un problème aux juristes. Et moi, ma position a toujours été constante. Le Parlement n'a pas le pouvoir de faire l'histoire. A fortiori, une histoire qui ne le concerne pas sur des faits qui se sont passés extrêmement douloureux, extraordinairement chargés, il faut bien le dire, de douleur et de peine pour le peuple arménien. Mais il y a un siècle de cela, en Anatolie, le Parlement français ne peut pas, à cet égard, faire une loi. Il n'a pas le pouvoir. Ce n'est pas une question politique, c'est une question purement juridique. Mais en même temps, M. Badinter, la France ne serait-elle pas concernée de par ses concitoyens français d'origine arménienne, qui sont plus de 500 000 personnes, qui sont justement arrivées suite à ces événements horribles? Je comprends très bien, moi, les sentiments que peuvent éprouver les Arméniens, qu'ils soient hors de France ou en France, fils, plus exactement maintenant, petits-fils, voire arrière-petits-enfants des victimes du génocide arménien. Je sais la douleur que ça représente d'entendre contester un génocide dont vos parents ont été victimes, après tout. Je suis dans cette situation. Mais, disons-le clairement, encore une fois, même par rapport à eux, le Parlement français ne peut pas décréter l'existence d'un crime contre l'humanité commis ailleurs, comme s'il était devenu un Parlement d'historiens. C'est hors de sa compétence. C'est tout. On ne peut pas de surcroît imaginer qu'en France, on statue en fonction de l'origine de tel ou tel citoyen français. C'est contraire aussi à la Constitution. Le rappel, la République ne connaît en France que des citoyens français à égalité de droit, quelle que soit leur origine, leur race, leur sexe, leur religion ou leurs opinions politiques. Et c'est très bien ainsi. Nous ne sommes pas une république communautariste. Ne serait-elle pas cette proposition de loi
contraire peut-être à cette amitié franco-turque dont vous parlez aussi. Non, c'est pas du tout franco-turc. Cette réaction, nous l'avons eue, un certain nombre d'entre nous, au regard d'autres lois mémorielles. Et moi, personnellement, qui m'intéresse à l'histoire, qui participé à des travaux historiques, qui rédigé même des livres historiques, je l'ai toujours dit, le Parlement fait des lois, les historiens font l'histoire. Alors, c'est aussi simple que cela, à partir du moment où, par compassion ou sensibilité au malheur du peuple arménien et de ses descendants en France, le Parlement, c'est-à-dire en réalité une majorité de femmes et d'hommes qui sont parlementaires, le Parlement n'est pas une entité, décide de franchir cette limite constitutionnelle, j'étais convaincu que si le Conseil constitutionnel était amené à statuer directement sur la constitutionnalité de cette loi, il l'annulerait, je l'avais dit au Sénat en 2011. J'ai dit, si le Conseil est saisi un jour, il censurera cette loi. Ça n'était pas de la prophétie, c'était la mise en œuvre de principes juridiques. La liberté d'expression, qui est, comme non seulement le dit le Conseil constitutionnel, mais aussi, je le rappelle, la Cour européenne des droits de l'homme, qui est une liberté fondamentale dans une démocratie, avec laquelle on ne doit pas biaiser. Tous les journalistes le savent. Le cours de Strasbourg dit c'est le chien de garde de la démocratie, la liberté d'opinion et de critique. Qu'elle disparaisse et la démocratie s'en va en même temps. Donc ici, la liberté d'expression, le Conseil dit justement, elle est menacée, je dirais plus que menacée, elle est méconnue quand on interdit à propos d'un fait historique que le Parlement lui-même a décrété être un crime contre l'humanité, de contester ce que le Parlement vient affirmer. Justement, cette loi ne serait-elle pas vide vidée de son sens, finalement, si cette loi qui condamnerait la négation n'était pas passée, donc ça serait juste une loi déclarative, du coup. C'est-à-dire une loi qui se borne à dire, comme la loi de 2001, le Parlement français reconnaît l'existence du génocide arménien. Alors, soyons aussi clairs qu'on doit l'être dans une situation juridique complexe. Si en 2001, cette loi avait été déférée au Conseil constitutionnel, je suis convaincu qu'il l'aurait annulée pour défaut de portée normative. Encore une fois, c'est pas au Parlement de dire l'histoire, et que deviendrait le Parlement français s'il décidait, pendant la liste de tous les crimes, et Dieu sait qu'il y en a, commis dans l'histoire sur le continent européen et au-delà, moi, Parlement français, je décide que tel crime a été commis, tel crime a été commis là, tel crime... Dans l'histoire, crime auquel la France n'a pas vu sa part. Donc, il sort là de son rôle. Et je suis convaincu que la loi de 2001 aurait été annulée par le Conseil constitutionnel. Paradoxalement, elle survit. Les Arméniens, aujourd'hui, ont cette satisfaction morale de lire « Le Parlement français reconnaît l'existence du génocide arménien dans la loi de 2001 ». Ce qui est annulé, c'est la sanction pénale frappant toute contestation de cette loi. Je dirais c'est le temps 2. On a gardé le temps 1, il était hors de portée du Conseil, on a annulé le temps 2. Pour moi, c'était évident quand on est revenu à la charge et qu'on a saisi le Parlement de cette deuxième loi, que ce serait un jour censuré par le Conseil si le Conseil devait en connaître. Il faut respecter l'état de droit dans une démocratie. La démocratie, elle repose sur le respect de l'état de droit. Et l'état de droit, il repose sur le respect de la Constitution. Si la Constitution ne donne pas au Parlement français ce pouvoir, qu'il ne s'en empare pas. Voilà. Ça concerne aussi l'ordre juridique intérieur des Français. Croyez-moi, il n'y a dans cette décision aucune motivation
à l'encontre du peuple arménien. Aucune volonté de complaire aux Turcs. C'est simplement la mise en œuvre de principes. Le Conseil est fait pour ça. Je l'ai présidé avec bonheur pendant 9 ans. Il est fait pour veiller à ce que le Parlement ne respecte la Constitution. Toute la Constitution, rien que la Constitution. Donc je voulais vous citer, les Turcs sont un grand peuple qui joue un grand rôle notamment au Proche-Orient. Pensez-vous pas que les Arméniens sont aussi un grand peuple qui jouerait un rôle, ou bien l'économie doit prévaloir sur l'humanité? Rappelons, sauf erreur de ma part, ce qu'est aujourd'hui la situation que l'on connaît, et qui est très forte de la Turquie dans un Proche-Orient particulièrement déchiré par les conflits et les menaces, l'une des régions les plus brûlantes du monde actuel. Rappelons ça, je rappelais ensuite que ce grand peuple turc, avec une si grande histoire, s'honorerait en reconnaissant les crimes commis. Jadis, comme, je le répète, comme par toute puissance européenne. Personne ne doit s'exonérer de ces crimes du passé. Et j'invitais les Turcs à faire ce que je considère être la seule démarche qui permettra d'en terminer avec ce conflit douloureux et, je dirais, coûteux et en définitive parfaitement inutile, puisqu'il s'agit d'un lointain passé. Pas inutile au cœur, mais inutile aujourd'hui dans la situation du monde. Alors, je dis simplement, il y a une issue, une seule. Que les Turcs acceptent que le directeur général de l'UNESCO nomme à la demande, j'espère conjointe, des Arméniens et des Turcs, une commission d'historiens renommés, indépendants, évidemment, ni Turcs ni Arméniens, mais qu'ils se mettent au travail, qu'on ouvre les archives. Je ne dis pas entendre les témoins, je pense qu'ils sont tous morts. Mais au moins dépouille tous les documents, au moins ait accès à toutes les sources, et ensuite que le livre blanc soit rédigé, publié par l'UNESCO en disant voilà ce qui est advenu à cette tragique époque, voilà ce dont les Arméniens ont été victimes, voilà comment ces crimes ont été décidés. Je le rappelle, toutes les nations européennes, et particulièrement les grandes nations, ont dans leur histoire des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre. C'est ainsi qu'hélas a vécu le continent européen, et je dirais le Proche-Orient aussi, pendant des siècles, sinon des millénaires. Alors c'est ça la réponse. La réponse, elle est là. Et à ce moment-là, qu'on en tire les conséquences, que les Turcs reconnaissent que ceci est advenu, et que les Arméniens disent oui, c'est advenu. Et après, on regarde ensemble l'avenir. Monsieur Badinter, le problème est que c'est le premier génocide connu en début du siècle, avant même la Shoah, et que vous savez parfaitement aujourd'hui que les Turcs ne reconnaissent pas. Pire encore, il y a un négationnisme d'État qui est bien présent. Est-ce que justement le fait même de la création de cette commission donc d'historiens ne serait-elle pas une sorte de négationnisme, ou ne serait-elle une sorte de mise en question d'une telle réalité affreuse? Ce n'est jamais un négationnisme que de chercher la vérité pour des historiens indépendants. Mais elle est déjà établie par les mêmes historiens. Et que la Turquie persiste. Dans la situation où nous sommes, j'essaye d'être pragmatique, utile, efficace, dans l'intérêt premier des Arméniens. Que, encore une fois, ce soit une autorité indépendante, c'est-à-dire le directeur général de l'UNESCO, qui désigne ces historiens, et que eux se mettent au travail et établissent ce qui doit être établi, c'est-à-dire la version aussi exacte possible qui est advenue, ce serait d'un grand renfort pour les Arméniens. Et pour les Turcs, ça mettrait un terme à une situation qui leur est préjudiciable. Je rappelle que le Parlement européen a pris à cet égard des résolutions invitant les Turcs à le reconnaître. Des résolutions ne sont pas des lois. Si le Parlement français avait pris
il ne pouvait pas à l'époque, mais peut maintenant, passait des résolutions, je ne sais pas lesquelles, sont difficiles à révéler. Ce ne sont pas des lois. Encore une fois, une loi, c'est fait pour régenter une société ou une situation déterminée. Ici, nous sommes dans les lois mémorielles, ça n'est pas de la compétence du Parlement. Mais je le répète, il faut aller vers l'avenir. Je le dis toujours à mes amis, n'ayez pas l'œil fixé sur le passé, ne vivez pas dans le passé, seul compte le présent et l'avenir pour les jeunes générations. Et le présent et l'avenir, ils appellent pour le présent l'établissement indiscutable d'une vérité par des autorités historiques indiscutables, et l'avenir, il appelle quoi? La réconciliation, comme ça a été le cas pour les peuples européens si éprouvés au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Là est la vision des hommes d'État, pas conduire, je dirais, conduire la nation, l'œil fixé sur le passé. Vous savez, si vous conduisez votre voiture en regardant dans le rétroviseur ce qu'il y a derrière vous, vous êtes sûr que vous allez dans le mur. Eh bien, c'est la même chose en ce qui concerne les nations. Qu'elles regardent l'avenir, qu'elles pensent à la jeunesse, qu'elles se disent « terminons-en, soldons les comptes du passé, établissons la vérité, tirons-en les conséquences et vivons en commun en paix ». C'est ça la voie de l'avenir. Tout le reste est douloureux et stérile. Et il est temps que les Turcs le comprennent. Monsieur Badinter, je m'adresse à l'humaniste que vous êtes, puisque vous avez été à l'origine de l'abolition de la peine de mort. Et Dieu sait que c'est tellement humain, donc entre autres, cette problématique que vous avez soulevée et que vous avez réussi en tant que garde des Sceaux à arriver à une solution. Est-ce que vous, en tant que, je m'adresse justement à l'humaniste, ne pensez-vous pas que la Turquie, donc d'une part s'honorerait, mais que ça serait aussi un grand préalable pour ce pays d'accepter justement la réalité de ces génocides avant même d'avoir des prétentions pour l'entrée en Europe? Mais c'est le cas, c'est évident, mon sentiment, mais c'est pas mon sentiment qui importe. Ce sont les résolutions du Parlement européen. Elles sont catégoriques, il faut terminer. Il faut en finir avec cette attitude vis-à-vis d'un passé qui a été criminel. Pas seulement, je le rappelle, dans toute l'Europe, s'agissant des Turcs. Nous avons des crimes dans le passé. Il faut que les grandes nations le reconnaissent. Il le faut. Ça fait partie, je dirais, de la construction d'un avenir en commun. Vous savez, moi, je suis un homme âgé maintenant. J'ai connu les horreurs de l'occupation. Là, pour moi, le changement historique le plus important de l'Europe, c'est le moment où la France et l'Allemagne ont décidé ensemble de tourner les pages du passé et de construire ensemble leur avenir commun. Alors tout est devenu possible en Europe, alors que jusque-là, ça n'était que guerre, conflit, haine, transmission de génération en génération des crimes du passé. Voilà, il faut en terminer avec ça. Et je le souhaite de tout cœur, dans l'intérêt d'abord des Arméniens, mais aussi dans l'intérêt des Turcs. Monsieur Badinter, justement, vous parlez du fait que c'est par le procès de Nuremberg que finalement la loi Guessot peut perdurer. En quoi elle serait mieux que cette loi même? Donc il n'y aurait pas une sorte de discrimination pour la loi Guessot d'une part. Je suis content que vous me posiez cette question, parce que là encore, il s'agit d'éclairer très précisément les situations juridiques. La loi Guessot, ce qu'elle interdit, c'est la remise en cause du jugement rendu par le tribunal de Nuremberg s'agissant du crime du génocide contre les Juifs et les Tziganes commis par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que là, vous avez eu une décision de justice internationale, avec, on le sait, un procès public, contradictoire. Les accusés ont eu tous les moyens de se défendre, et dans la décision rendue, il y a mention des crimes atroces commis contre les Juifs et aussi contre les Tziganes, mais principalement contre les Juifs par Hitler et ses lieutenants. Bon.
le jugement du tribunal de Nuremberg, la France est partie. Le statut de Londres qui a créé le tribunal de Nuremberg, la France en est un des auteurs. Au tribunal de Nuremberg, il y avait un juge français. Au tribunal de Nuremberg, il y avait un accusateur français. Et dans les victimes du génocide juif, il n'y avait pas moins de 73 000 qui étaient des juifs de France. Donc la France, à cet instant, est liée par le respect qu'on doit à l'autorité de la chose jugée à Nuremberg. Donc l'interdiction de remettre en cause le jugement de Nuremberg est une interdiction qui repose sur le respect dû à l'autorité de la chose jugée. Rien de tel, je dirais, s'agissant du génocide arménien, malheureusement pour des raisons historiques qu'on connaît, parce qu'après la guerre de 14-18 et au moment des traités de Versailles, du Trianon, ensuite de Lausanne, on ne construisait pas des juridictions pénales internationales qui jugeaient contradictoirement les criminels contre l'humanité. Ça n'existait pas. Il n'y a pas de décision aujourd'hui d'une justice internationale disant oui, les Turcs ont génocidé les Arméniens. C'est parce que ça se relève d'une période historique différente. Mais il n'y a pas. Donc on ne peut pas faire. Ce n'est pas justement une erreur des États qui n'est pas jusqu'à maintenant cette condamnation juridique. Comme je le répète, nous n'étions pas, au lendemain de la guerre de 14-18, dans la condition où l'on s'est trouvé moralement après 39-45. Il n'y a pas eu de tribunal de Nuremberg pour juger les responsables de la guerre de 1914-1918 ou des crimes commis de part et d'autre d'ailleurs de guerre. Le Kaiser lui-même, qui devait être jugé, a fini paisiblement en Hollande. Nous sommes à un autre stade de l'histoire. Et j'ajouterais qu'aujourd'hui, un des grands progrès de la civilisation, c'est d'avoir créé des juridictions pénales internationales permanentes à La Haye, la Cour pénale internationale notamment, avant le tribunal pour l'ex-Yougoslavie, qui juge les auteurs des crimes contre l'humanité. Le temps de l'impunité est fini, mais ça n'était pas le cas à l'époque où on génocidait les Arméniens. C'est un progrès de la civilisation. Donc vous dites que le fait que la France serait, on va dire, plus attentive par les crimes commis par les nazis plutôt que par les crimes commis par les jeunes Turcs? Non, c'est pas qu'elle soit plus attentive, c'est que, encore une fois, la France... Non, mais la France, s'agissant des crimes contre les nazis et de leur répression par le tribunal de Nuremberg, était une partie, vous comprenez, une partie à ce tribunal, à cette création, à ce jugement. Je rappelle qu'il y a eu un juge français, des victimes françaises. Quand vous regardez un siècle plus tard et que vous dites « Ah, il y a eu le génocide arménien », mais la France, elle n'a jamais eu l'occasion, et dans l'état du droit de l'époque, ça ne se faisait pas, d'être partie à une juridiction qui aurait connu des crimes commis pendant la guerre de 14-18 dans cette partie du monde ou ailleurs. Ça n'existait pas. Donc la France ne peut pas se substituer à une juridiction pénale internationale un siècle après pour dire qu'il y a eu un génocide. Elle ne le peut pas. Vous voyez ? C'est ce progrès constant à mes yeux, du châtiment, de la lutte contre l'impunité des criminels contre l'humanité qui permettra ça dans l'avenir. Mais je le rappelle, ce sont des faits qui remontent à un siècle, pas à un demi-siècle ou pas à 75. Et le monde a changé, pour le mieux dans ce domaine. Et ma dernière question, M. Badinter, au même titre que vous défendez la non-constitutionnalité de cette loi, est-ce que vous accepteriez, dans un avenir proche, et selon votre proposition également, à ce que pendant cette commission, vous défendiez donc justement la position de l'histoire qui est catégorique en la matière et qui... je défendrai justement l'existence de ce même... Toujours la recherche objective de la vérité historique par les historiens compétents.
je n'ai pas la compétence, moi, pour intervenir sur l'histoire de cette terrible période. Il faut des spécialistes qui y ont consacré leur temps. Ce n'est pas mon cas. J'en sais ce que savent les gens qui s'intéressent aux crimes contre l'humanité. Donc, je soutiendrai toujours cette démarche. Autant que je le pourrais, je dirais aux Turcs, allez, il faut sortir de ce refus de regarder la cruelle vérité en face. Il faut sortir de cette situation. Il faut, pour que ce soit indiscutable, qu'il y ait cette commission d'historiens, et pas que des versions nationales s'opposent les unes aux autres. Et je dirais aux Arméniens, comme je vous l'ai dit, moi, par affinité et par histoire personnelle, je suis du côté des victimes des génocides. Je sais que c'est très douloureux d'entendre nier la réalité d'un génocide. Je le sais. Et c'est pourquoi je souhaite que la réalité soit établie et que, un siècle après, la réconciliation survienne. Vous savez, je me rappelle encore quand je suis allé pour la première fois à Berlin, après la chute du mur de Berlin. C'était longtemps après la Seconde Guerre mondiale. Et j'étais là pour faire une conférence sur l'avenir des droits de l'homme et la lutte contre l'impunité des criminels, contre l'humanité. Et je leur ai dit, vous savez, c'est très douloureux et difficile pour le fils des victimes de venir ici, là, à Berlin, parler aux fils des assassins. Mais les fils ne sont pas responsables des crimes de leurs parents. Jamais. Donc je m'adresse à vous maintenant, calmement et fraternellement. C'est ça l'avenir. Mais c'est difficile et c'est douloureux. M. Badinter, merci.